et donc moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études avec Simon et toute l'équipe sur un sujet assez particulier dont on a déjà un petit peu parlé. Donc la prédiction de la demande en eau et la proposition de schéma d'organisation en pompe solaire adapté à la demande qu'on a prédite, donc supposément adapté à la vraie demande. En fait la question à laquelle j'essaie de répondre c'est, voilà, on veut mettre en place une pompe solaire, comment on fait? C'est une vraie question. Et une manière de faire que j'ai faite, je suis allé voir pour essayer de la dimensionner, on regarde comment est-ce que les gens évaluent ce dont les gens ont besoin en termes d'eau. Donc quand on lit les rapports, en général on dit bon les gens ont besoin de 20 litres par personne et par jour. Est-ce qu'on a un autre rapport qui dit non c'est 50 litres par personne et par jour. Donc on se dit bon on va prendre 30 litres, 35 litres à peu près. Et après on va se demander, mais du coup combien de personnes vont l'utiliser. Donc on va se dire on a un village, on va la mettre là, et à peu près il va y avoir 20 maisons, il doit y avoir 10 personnes par maison, ça fait 200. Et en réalité, avec ce genre de raisonnement, on aboutit souvent à des pompes qui sont soit surdimensionnées, soit sous-dimensionnées, ou en tout cas surutilisées ou sous-utilisées, ce qui arrive malheureusement très souvent. Donc si jamais la pompe est surutilisée, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, donc ça fait des conflits sur place. Si jamais elle est sous-utilisée, il n'y a pas assez de gens pour en payer, et donc au moindre problème, il n'y a pas assez d'argent en caisse, et donc la pompe est cassée, et elle demeure jusqu'à ce qu'il y ait plus d'argent pour la réparer. Ça répond un peu à la question pourquoi ça vous concerne. Donc mon but c'est vraiment d'essayer de dire, bon bah dans ce village-là, il y a cette personne, si on la met là, il y a tant de personnes qui vont l'utiliser, ça va être celle-là. Elles vont l'utiliser à cette heure-ci pour cet usage, et donc on va pouvoir dimensionner de manière très facile la pompe, et surtout on va pouvoir essayer de dire, bah, puisqu'on arrive à prédire comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'il n'y a pas des manières dont ils vont pouvoir, des organisations, des schémas d'organisation qui vont pouvoir utiliser pour optimiser un peu la manière dont ils utilisent l'eau. Donc assez rapidement, je vais vous présenter ma méthode et quelques résultats, et puis si vous avez des questions, évidemment, on pourra en parler un peu plus longuement. J'ai une slide là-dessus. Donc comment on fait pour prédire la demande? Donc ce que j'ai utilisé, j'ai d'abord essayé de penser à des facteurs qui affectent la demande en eau. Donc en gros, qu'est-ce qui va faire que si vous habitez dans cette concession, vous allez utiliser ce puits plutôt que celui-là, ou ce forage plutôt que celui-là. Donc on peut se dire, bon il y a la distance déjà, un truc qui est trop loin, on n'ira pas. Peut-être qu'il y a le prix, c'est trop cher de toute façon. Peut-être qu'il y a la qualité de l'eau, donc il y a beaucoup de facteurs qui existent que j'ai essayé de lister, de prendre en charge. Et ensuite, donc Mathias a fait des questionnaires sur place dont il vous a parlé, et donc il a posé ces questions-là. Donc où allez-vous? À quelle heure y allez-vous? Combien d'eau prenez-vous? Est-ce que vous pensez que la qualité de l'eau est bonne, pas bonne? C'est à quelle distance de chez vous? Combien vous payez, etc. etc. Donc ça va répondre, ça va mettre une valeur pour chaque maison à l'ensemble de ces facteurs. Et ça va aussi répondre à ta question. Donc moi j'ai une carte avant que la pompe solaire soit créée, c'est comme Mathias y a fait, de qui va où et à quelle heure. Et mon but c'est de dire, ben voilà, toujours avant que la pompe solaire soit créée, je crée une autre carte où je dis si la pompe solaire je la mets là, je sais qui y va, à quelle heure. Et donc j'utilise une régression pour ça. Et ce qui va me permettre de répondre à la question qui va où. Et ensuite, ce que j'ai supposé c'est que les gens allaient utiliser la pompe solaire de la même manière que celle qu'ils utilisaient pour avant. Donc si jamais cette maison-là, j'en ai 20 litres à 10h du matin, je suppose que cette maison-là est maintenant toute proche de la pompe solaire et que je pense qu'elle va y aller d'après mon modèle. Je considère qu'elle va toujours utiliser 20 litres à 10h du matin. Et donc je vais réussir à avoir une courbe de charge qui dit, bon, ben, si on additionne toute la consommation des ménages, ça va donner cette courbe de charge. Et donc maintenant j'ai une courbe de charge. Et je vais me dire, bon, ben, comment est-ce qu'on pourrait du coup optimiser la manière dont les gens vont utiliser l'eau. Peut-être que si jamais tout le monde vient à 17h ou entre 17h et 18h, les gens vont faire beaucoup la queue par exemple, perdre beaucoup de temps. Et peut-être que si on arrivait à mettre en place un schéma un peu incitatif qui va leur dire on va venir plutôt un peu avant, un peu après, il va y avoir moins de queue et donc ils auront plus de temps pour aller à l'école si jamais ce sont des enfants. Ou alors pour faire des activités génératrices de revenus si c'est des femmes, parce que c'est souvent les femmes et les enfants qui vont chercher l'eau. Et donc, on peut penser à des schémas d'organisation, donc par exemple, essayer de restreindre l'accès à l'eau à certaines heures. Et donc, ce sont des schémas que j'essaie de proposer. Donc, je suis allé sur place pour faire des interviews avec des gens qui s'occupent de l'eau, donc soit des décideurs politiques, soit des gens qui participent au développement de l'accès à l'eau au Burkina Faso, comme dans ce village. Et j'essaie d'évaluer l'efficacité, la faisabilité et, comme dit Lorraine, très important, l'acceptabilité sociale de ce genre de schéma. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats sur qui va où, la courbe de charge et sur ces questionnaires. Donc qui va où? On a une carte qui ressemble à ça. Donc il va me dire, bon ben voilà, toutes ces maisons-là, je pense qu'elles vont y aller. Et dans la pratique, comme une pompe solaire est installée, on peut comparer à la réalité.
Et on tombe sur une prédiction qui est quand même plutôt pas trop mal, avec des chiffres dont on pourra reparler plus tard si vous en avez envie. C'est écrit sur une poster qui est juste là. Ensuite, pour la courbe de charge, donc en bleu clair et en orange, donc deux différentes prédictions qui prédisent une courbe de charge. Et en bleu foncé, c'est la réalité d'une moyenne sur 6 mois, donc de janvier à juin, qui a été utilisée. Donc pareil, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Donc on voit la courbe de charge est partiellement exacte, et donc elle n'est pas aberrante. Elle prédit par exemple une très haute utilisation de la pompe le matin, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans la réalité. Donc on va peut-être pouvoir se demander pourquoi c'est le cas. Et elle prévoit un pic le soir qu'on retrouve dans la réalité, mais moins fort. Donc il y a beaucoup de raisons pour expliquer ce phénomène. Et enfin, donc il y avait deux types d'organisation que j'ai proposées. Celle de l'ordre plutôt financière et celle de l'ordre plutôt des restrictions d'utilisation. En gros, la conclusion, c'est que les institutions financières, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne serait surtout pas acceptable socialement. Donc dire, par exemple, entre 6h et 7h, l'eau est plus chère, des heures hors pleine, hors creuse. Ça ne fonctionnerait pas pour surtout des raisons sociales qui disent que l'eau est un espèce de droit, donc que les gens ont droit. Il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait dans les 10 dernières années pour que les gens passent de sources gratuites, mais peu de moindre qualité, à des sources payantes, mais de meilleure qualité. Et donc si on se met à mettre l'eau plus chère, pile au moment où tout le monde en a besoin, et c'est la raison pour laquelle tout le monde va à cette heure-là, il risque de retourner vers des points d'eau de moins bonne qualité, et ça me fait quand même. En conclusion, mon projet, ça c'est permettre de mettre au point une nouvelle méthode d'évaluation de la demande en eau avant d'installer une pompe solaire. La difficulté principale, c'est celle de la courbe de charge. On a du mal à évaluer l'heure à laquelle les gens vont y aller. Deuxièmement, de confronter des schémas d'organisation auxquels on peut penser, qui viennent directement de cette courbe de charge qu'on a prédite. Et le résultat principal, c'est que l'eau a une composante sociale primordiale, qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, trop jouer avec le prix de l'eau, mais que peut-être on peut adapter plus les restrictions, donc dire, entre 6h et 7h du soir, on a le droit d'y aller que pour boire et manger, et pas pour les animaux, par exemple, pas pour faire la lessive. Et enfin, ce projet a permis d'itérer ô combien une bonne connaissance des besoins en eau est nécessaire pour mener à bien un projet de développement, et ce qui est souvent trop peu le cas dans les gros projets de développement menés par les ONG. Merci beaucoup. Merci Vitali, est-ce que vous avez des questions? La première question, c'est celle que vous avez posée tout à l'heure, sur est-ce que les gens utilisent différemment la pompe solaire, est-ce qu'ils prennent plus d'eau à la pompe solaire? Donc la réponse scientifique, c'est évidemment, on ne sait pas, je n'ai pas sûr. Mais en gros, l'idée, c'est que la pompe solaire a un plus gros débit, elle permet aussi à plus de monde d'y aller en même temps parce qu'il y a plus de robinets. On a eu quand même des difficultés à réussir à prévoir cette courbe de charge, et c'est aussi parce que le réseau des questionnaires, donc les gens, quand ils ont dit à Mathias, je prends 40 litres d'eau par personne à 7h du matin, et puis je prends 20 litres d'eau le soir. Ce sont des mesures qui, eux, ne savent pas exactement combien d'eau est-ce qu'ils prennent, donc on a des difficultés à évaluer la quantité d'eau qu'ils prenaient auparavant à la pompe à main. Maintenant, on sait combien d'eau, on sait combien de personnes y vont, on sait exactement grâce au capteur combien d'eau ils prennent à la pompe solaire. Et une des conclusions, c'est qu'ils sont surestimés dans le questionnaire la réponse à leur question. Alors, la question combien d'eau est-ce que vous prenez, donc, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de raisons pour ça. Peut-être qu'ils ont dit qu'ils prenaient plus d'eau parce qu'ils savaient qu'on allait construire une pompe et donc ils voulaient beaucoup d'eau. Beaucoup d'explications possibles. Mais il y a peut-être un effet pompe solaire qui font aussi qu'ils n'utilisent pas la pompe solaire de la même manière qu'ils utilisent d'autres pompes. Donc on a vu tout à l'heure dans le PowerPoint de Simon, il y avait une courbe de charge d'un des forages qui faisait pour le coup un double pic qu'on retrouve dans la prédiction. Et peut-être qu'en fait, les gens, la pompe solaire, ils l'utilisent plutôt le soir, parce que, je sais pas, le soir, ils utilisent de l'eau pour boire et manger, justement, donc ils ont de bonne qualité, alors que le matin, ils prennent de l'eau pour les champs et puis pour faire la lessive pendant la journée. Donc peut-être qu'ils vont préférer le matin à une source d'eau plus proche de chez eux, de moins bonne qualité, et donc ils vont la conserver le soir. Donc c'est aussi une des réponses qu'on attend quand Simon va retourner dans la présentation en octobre et va faire une série de questionnaires. C'est une réponse qu'on pourra apprendre. La perception des villageois dans ces questionnaires. Je peux te laisser Mathias répondre. Globalement, c'est un peu compliqué. En fait, il faudrait parler plus généralement de comment les villageois ont pris connaissance du projet, comment ils ont adhéré au projet et comment ils l'ont vécu après. C'est plus comme ça que je vois la question. En gros, les villageois, eux, ce qu'ils ont entendu, c'est qu'ils allaient avoir une association qui allait installer probablement une pompe. Du coup, il y a eu un quartier du village qui, lorsqu'il s'était confirmé au bout d'un moment qu'il allait y avoir une pompe, bien sûr, ils sont heureux de répondre au questionnaire.
des quartiers où, l'ensemble, il faut, ce que je voulais dire en préliminaire, tout le village était très heureux de répondre au questionnaire, ils étaient super contents de participer. Là où on risque d'avoir un peu plus de problématiques, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est de faire un suivi des questionnaires dans le temps pour voir l'évolution. Et bien sûr, il faut faire des questionnaires tous les ans, tous les 6 mois. Les villageois, ça leur prend à chaque fois une journée du questionnaire, donc ils ont une certaine fatigue au bout d'un moment quand même. Mais globalement, il y a eu un très bon accueil, favorisé notamment dans le quartier où les gens ont eu. Après, il y a eu quand même un problème, quand on parlait juste du bruit, le bruit dans les mesures, on appelle ça, l'incertitude sur les réponses. Ça nous paraît un peu grossier. Moi, si quelqu'un vient et me dit « t'as vu combien d'eau par jour ?» je vais pouvoir à peu près compter, et ce sera précis à un centimètre près. Là, c'est très difficile parce que parfois, la femme qui était responsable de l'eau, déjà des femmes, elles ne vont pas chercher tous les jours, elles vont faire une rotation. Peut-être si la femme n'est pas là dans le questionnaire, elle ne pourra pas répondre. Ensuite, s'il n'y a que l'homme, alors lui, il n'en sait rien du tout. C'est réglé. Ensuite, si maintenant ils ont fait des briques hier, s'ils n'ont pas fait de briques, s'ils ont fait la lessive, ils ne sauront pas, ça va beaucoup changer. Ils ne savent pas combien de bassines ils auront fait pour la lessive. C'est que des ordres de grandeur ce qu'on peut avoir sur des questions. Donc, nous, on compte un peu beaucoup sur l'effet de moyenne pour essayer d'atténuer un peu l'incertitude. Enfin, sur la loi des grands nombres pour diminuer l'incertitude. Mais là, on a un ordre de grandeur de 90 questionnaires. Donc, sur une plus grande échelle, je pense qu'on pourrait avoir un peu de meilleur lumière. En fait, notre but, c'est aussi... c'est la première fois vraiment, c'est assez nouveau qu'on s'intéresse à la consommation d'eau, par exemple, heure à heure, alors qu'en général, c'est juste des moyennes, comme ça, 20 litres, 50 litres, qui sont un peu balancées. Et du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est... comme on n'a pas un énorme budget, comme on n'était pas 28 000 et on était juste 280, et du coup, ce qu'on aimerait, c'est en fait montrer des méthodologies, en étant tout à fait conscient qu'il y a pas mal d'erreurs dues au questionnaire. Naturellement, il y a des erreurs aussi dans le questionnaire, mais montrer des méthodologies que des gens qui ont plus d'argent puissent financer à terme, en disant ça a l'air prometteur, ça a l'air solide, ils ont des résultats qui ne sont pas aberrants. Là, on voit qu'on n'a pas un problème d'ordre de 10, quoi. On a juste peut-être aussi des réglages qu'on peut faire pour essayer d'améliorer cette prédiction, mais vraiment notre but c'est peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va financer avec plus d'argent. Et donc là, si on a... ça existe, des organismes comme le Banque mondiale, ils font 10 000, 20 000 questionnaires. Et du coup, si on arrive à insérer nos questions là-dedans et on peut les traiter, là, on pourra vraiment répondre à toutes ces questions de manière plus certaine. Est-ce que ça a des peut-être de retour, mais des appels néfastes de village à village, de famille à famille, de la jalousie? De la jalousie. C'était très intéressant l'intervention de Basile le jour de l'inauguration, qui a commencé son discours en attirant l'attention du villageois sur le fait que lui il vient de Garango, mais que le projet de forage il est arrivé sur son bureau et qu'il n'a pas fait construire le château d'eau dans son village, il l'a fait construire dans le village qui en avait besoin. Et ça, je pense, ça a beaucoup parlé déjà au village de Gogma, et dans les villages alentours, certes, chaque fois que je me baladais dans les villages alentours, parce que je les vois un petit peu, ils me disaient « Ah, chez nous aussi on a besoin », mais j'ai pas senti d'animosité. Au contraire, il y avait des villageois qui traversent, donc il y a un bas-fond à côté du village, ils traversent le bas-fond avec leurs charrettes, et eux ils prennent des mètres cubes, et ils viennent remplir ça au bord de fontaine, et ils achètent l'eau au village. Donc pour l'instant, il y a plutôt des nouvelles relations commerciales qui s'instaurent entre les villages. Je vous propose de passer à la dernière présentation. Alors pour l'instant, on a parlé du passé, on a parlé ou même du présent, de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que vous avez un peu compris l'écosystème, ce qu'on essaie de mettre en place. Tous les projets sont très liés, au bout du compte, on va construire un espèce de macro-modèle pour inclure toutes ces études. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, pour 2019. Donc ça sera le projet de Thomas. Thomas n'est pas là aujourd'hui parce qu'il s'est fait opérer en fin de semaine dernière. Et donc je vais faire la présentation pour lui. Rassurez-vous, tout va bien. Il va se remettre sur pied au Burkina Faso. Par Marmona, quand même.